Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère. Voilà, donc je suis Paul-Éric Dossou, je suis de l'ICAM Grand Paris Sud. Je suis chercheur, spécialiste de modélisation d'entreprise. Voilà, donc je vais plutôt commencer par ça. Notre idée derrière, c'est l'amélioration globale de la performance des entreprises. Comment introduire les nouvelles technologies dans le but d'améliorer la performance des entreprises. Alors, je vais passer assez rapidement sur la première partie des diapos que j'ai préparées pour rester plutôt en phase avec la thématique de l'inclusion. J'ai entendu depuis ce matin un certain nombre de choses qui m'ont parlé, qui m'ont beaucoup parlé. Et avec lesquels je suis plutôt en phase. Là, je vous avais mis les différentes étapes de la révolution, des révolutions industrielles que vous retrouvez au niveau de l'entreprise. Et nous, notre objectif, c'est plutôt de parler d'industrie 5.0, c'est-à-dire comment intégrer l'homme au centre de toutes les transformations digitales que l'on va mettre en place pour que l'entreprise soit performante. Les concepts de l'industrie 4.0 concernent les nouvelles technologies. Donc, on s'est concentré dans un premier temps à comment on va mettre le robot dans l'entreprise pour que ça aille plus vite, comment on va mettre de l'intelligence artificielle, les objets connectés, etc. Et on s'est aperçu assez rapidement que ça fonctionne très bien pour les grandes entreprises et pas du tout pour les petites entreprises. Et donc, du coup, nous, on essaye plutôt une autre approche sur laquelle on travaille, où on garde ces nouvelles technologies, mais on les intègre plutôt en mettant l'homme en principal acteur et que tout s'organise autour de l'homme. Un opérateur qui est sur une machine, par exemple, peut travailler en collaboration avec un cobot. Au lieu d'un robot, un robot se met en cage. Un cobot peut rester à côté de l'opérateur pour travailler et tout en faisant en sorte que l'opérateur garde plutôt la main. Et du coup, dans le cadre d'Evry Sénar Sciences Innovation, on a commencé à collaborer avec le Génopôle et avec l'hôpital d'Evry sur des thématiques orientées santé. Et dans ce cadre-là, on s'est dit que c'était pertinent d'apporter les nouvelles technologies pour aider l'hôpital notamment, ou l'UGCAM aussi, parce qu'on travaille avec l'UGCAM dans ce cadre-là. J'essaye d'aller un peu plus vite, donc j'ai commencé en fait à décrire un certain nombre de choses sur lesquelles on peut travailler pour apporter par rapport au secteur de la santé. On est parti de techniques purement industrielles et du coup on a essayé de les concentrer. On n'est pas les seuls, hein. Vous voyez, si vous regardez le Healthcare 5.0 par exemple, vous voyez qu'on peut prédire le cancer en utilisant l'Internet des objets. On a une collègue de chez nous qui a travaillé sur la détection précoce de la rétinopathie diabétique. Donc ça a un intérêt orienté vers l'homme derrière, faire en sorte qu'on puisse le soigner cette maladie assez rapidement et que ça apporte quelque chose directement. Et puis on a la partie intelligence artificielle, les concepts de l'industrie 5.0, les concepts technologiques, comme l'intelligence artificielle, l'utilisation du deep learning, des systèmes experts, des systèmes multi-agents, etc., pour réaliser ça. En termes de réalité virtuelle, réalité augmentée aussi, alors il y a un collègue, mais il est déjà parti, Jean-Yves Didier, qui est spécialiste de réalité virtuelle, réalité augmentée, qui travaille sur ces questions-là, qui fait aussi partie, parce qu'il est de l'IBISC, donc l'université d'Evry, et ils font partie d'Evry Sénat Sciences Innovation, donc ils travaillent sur ces aspects-là. Sur les questions liées à la robotique,
Il y a Christophe Sabourin qui, lui, est encore là et qui travaille sur ces questions-là aussi. Et on collabore ensemble pour essayer d'apporter aussi bien sur l'industrie que sur la santé. Les deux projets, donc j'ai essayé de faire assez rapidement pour qu'on ait plus de temps pour aller dans les détails après. Les deux projets que je vais vous présenter assez rapidement, mais plutôt d'un point de vue un peu technique. J'ai des images, je vais vous les passer pour que vous voyez comment on a été, ce qu'on a fait, voilà, et ce qu'on est en train de faire et ce que ça donne comme résultat. Sont là. Donc le premier projet, c'est le développement d'une main intelligente, main artificielle intelligente, en collaboration avec l'UGCAM. Et le deuxième, c'est le développement d'un système intelligent pour le service de réanimation. Et Madame Schott et Madame Henry qui sont là vont vous en dire beaucoup plus dans quelques minutes. Alors on a une méthodologie globale qu'on essaye de déployer, je vous ai dit, en gardant toujours l'homme au centre de tout. Donc je vais passer assez rapidement là-dessus. Pour l'UGCAM, alors c'est le jeune homme qui est là-bas, tu peux lever la main, tu as le droit, voilà, qui a travaillé sur... oui, tu peux te mettre debout, c'est encore mieux. Voilà. Qui a travaillé sur le projet qui n'est pas terminé. On a présenté ça à l'UGCAM, on est passé d'une main très lourde, je vais vous montrer, à une main déjà un peu plus légère, qu'on a rendue intelligente, et on doit passer maintenant à une deuxième étape d'intelligence, la rendre encore meilleure. Voilà. Et on est en train d'y travailler. L'UGCAM, c'est, pour ceux qui ne savent pas, un organisme de l'assurance maladie qui s'occupe des handicapés, des personnes handicapées, des personnes âgées ou des personnes obèses, et donc qui est en train de travailler sur sa transformation digitale, comment intégrer les nouvelles technologies dans les centres de santé de l'UGCAM pour améliorer le confort des patients, pour améliorer le bien-être des soignants aussi. Voilà. Et donc la problématique était autour de la main artificielle low cost. Je précise bien low cost parce que si vous avez quelques milliers d'euros, vous achetez une main toute faite et vous n'avez aucune difficulté. Par contre, quand vous vous retrouvez avec une personne accidentée à laquelle on a dû enlever une main, il faut qu'elle réapprenne à utiliser une main artificielle, il vaut mieux en avoir un certain nombre de disponibles et surtout de pas cher pour que la personne puisse utiliser la main et exploiter cette main-là. Voilà, donc les difficultés qu'on a eues sont là. Alors je ne vais pas prendre la peine de vous les détailler. Lucas le ferait beaucoup mieux que moi. Mais on a essayé de voir quels sont les problèmes qui se posent et comment techniquement on devrait pouvoir résoudre ça. Et on a regardé aussi dans la littérature scientifique les différentes choses qui existent. Donc il y a des questions liées à la mobilité, à l'intelligence sur laquelle on est en train de travailler, au tissu, la forme, etc. et aux neurones auxquels ça devrait être associé, d'où la partie un peu intelligence artificielle. De façon visuelle, il y a un certain nombre de choses qu'on peut retrouver, par exemple, au niveau des capteurs. Là, je vous ai mis différents types de capteurs qu'on peut utiliser pour faire de la détection au niveau de la main, pour pouvoir prendre, pour qu'une personne qui essaye de prendre puisse réussir à fermer la main pour pouvoir choisir un objet. Alors, on s'est beaucoup amusé parce qu'au départ, les bouteilles, elles glissaient. Hein. Voilà. C'est très drôle quand on essaye de faire et qu'on veut fermer la main et que la bouteille, elle tombe. La main se ferme, mais la bouteille tombe. Bon, voilà. Donc, du coup, on a travaillé sur la partie capteur, la partie matériaux, l'intelligence artificielle et les mécanismes. Là, pour aller vite, j'ai quelques diapos que je vais vous montrer. Donc, pardon, ça, c'est... je suis allé trop vite. Ça, c'est ce qui existe. Hein.
et qui coûte assez cher, qu'on a réussi à trouver et qui coûte assez cher. Nous, on a décidé de faire ça plutôt grâce à notre Fab Lab, d'exploiter notre Fab Lab pour pouvoir développer la main. Donc, on a commencé à faire un premier prototype. On a d'abord fait une étude des matériaux. Je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez compris. Le vert, c'est que c'est bien. Le rouge, c'est que c'est pas bien. Voilà. Et on a réalisé différents prototypes. Celui-là, il était très lourd et difficile à porter, avec des problématiques toutes simples. Pour que la main se ferme, il faut des moteurs. Et quand on met un moteur, ça pèse. Voilà. Et il y a de petites choses comme ça. Donc, on a essayé de trouver les solutions. On a changé de matériaux pour passer, pour tester d'autres situations. Donc, vous voyez bien, on a eu beaucoup de mal pour différentes raisons. Je peux vous montrer des résultats là. À gauche, vous voyez ce qu'on a réussi à obtenir à un moment donné. À droite, c'était pas beaucoup mieux. Et si vous avez eu le temps de passer sur le stand, vous avez dû voir ce que Lucas a fini par faire. Je ne vous dis pas les nuits qu'il a dû passer à essayer de bien imprimer. C'est la vie d'étudiant. Voilà. Et donc voilà ce qu'on obtient aujourd'hui. On a testé à l'UGCAM, ça s'est très bien passé. Ils nous ont dit qu'ils voudraient maintenant que la main soit plus intelligente et si on peut trouver un autre matériau pour qu'elle soit encore un peu plus légère, ça serait une bonne chose. En sachant qu'ils tiennent à leur contrainte qui est la contrainte du coût. Voilà. Et pour les capteurs, je passe assez rapidement là-dessus. Certains capteurs sont très chers, donc pour des raisons de coût, on est obligé de ne pas faire avec. Voilà. On a choisi pour la partie intelligence artificielle, c'est pareil, j'aurais pu rentrer dans le détail, j'évite de rentrer dans le détail pour laisser un peu plus de temps pour après. Voilà. Juste un mot peut-être ici, c'est qu'on a essayé de connecter tout ça. Donc ceux qui sont passés sur le stand, Lucas a dû leur donner un peu plus de détails. Donc on a essayé de connecter tout ça pour que la main puisse vraiment se fermer, prendre l'objet derrière. Et on a rendu la main intelligente. On a utilisé un système de vision avec caméra pour pouvoir détecter les objets. L'objet qui est au milieu, qui est le plus utilisé, on a encore un peu de mal. On arrive à prendre, mais pas de façon répétée. Voilà. Donc, mais on ne désespère pas, on arrivera à le faire. Voilà. Et pour le deuxième exemple, Welcome Rea, c'est un dispositif intelligent de communication entre patients et soignants. Et pour cet exemple-là, je vais plutôt donner la main à Madame Henry et Madame Schott pour vous présenter la problématique, le cadre, et je vous montrerai ce qu'on obtient après derrière. Donc voilà, l'hôpital de Corbeil, je pense que vous l'avez croisé sur la Francilienne. Donc c'est un grand hôpital qui est composé d'un peu plus de 1000 lits. Et nous avons un grand service de réanimation qui lui est composé de 30 lits, 8 lits de soins continus et 22 lits de réanimation pure. La réanimation, en fait, accueille des patients qui sont en soins critiques et en urgence vitale ou susceptibles de l'être. Généralement, ils ont une défaillance de plusieurs organes et ils passent par différentes prises en charge et ils peuvent, entre autres, être endormis et mis sous ventilation artificielle. Donc, en fait, par rapport à ça, notre problématique, passé la phase aiguë de sa prise en charge, la communication peut s'avérer assez difficile en raison de plusieurs facteurs. Donc, notre réflexion se posait sur trouver au départ un moyen, un outil en fait, qui était à notre disposition, à nous, donc c'était plutôt sous forme de papier, sous forme de fascicules avec des pictogrammes pour pouvoir communiquer avec le patient sur la douleur, sur les ressentis et après lui expliquer les différents soins qu'on pouvait lui apporter.
Après ça, on avait l'intention, on avait l'idée aussi de trouver une solution pour créer un logiciel interactif et visuel et verbal pour faciliter la communication entre le patient et le soignant. Donc les problématiques de service, le patient en réanimation au stade où il est en phase plus ou moins d'être conscient et de communiquer, malheureusement il peut être en état, il peut ne pas être dans l'incapacité de le faire parce qu'il a toujours la sonde d'intubation, il est toujours ventilé par le respirateur, donc, mais il peut être conscient. Donc ensuite, il peut être également limité dans ses mouvements. Donc c'est une petite contrainte en fait quand ils sont assez longtemps endormis. Donc du coup, ils vont avoir des difficultés à lever les mains, etc. Et après, ils peuvent évidemment lier soit à la pathologie, soit aux sédations qu'on a utilisées, être désorientés. Et surtout par rapport à la durée de l'endormissement qui dépend de sa pathologie. Du côté soignant, on a des difficultés à comprendre ce que le patient souhaite ou ce qu'il a et à se faire comprendre également. On a des difficultés, on peut avoir des difficultés à expliquer aussi, le réanimateur peut avoir des difficultés à expliquer la prise en charge médicale parce que derrière, il va faire des soins, poser une dialyse, faire une trachéotomie. Donc l'objectif, c'est de trouver de manière assez simple des petits pictogrammes pour que le patient puisse saisir l'information. Ensuite, on a des difficultés à prodiguer les soins aux patients et parce que le patient a une sensation de subir le soin. Donc, les soins qui peuvent être faits, c'est la pose de sonde urinaire, c'est quand même un soin assez délicat. Et trouver une solution pour lui expliquer sans que ça soit assez violent pour lui, parce que c'est quand même une intrusion dans sa forme physique. Donc ça peut être assez incommodant. Donc l'objectif, c'est de pallier à l'inconfort et à la frustration pour les patients et les soignants. Donc, pour ceci, on a réussi, on a eu un appel à projet au Génopôle auquel on a postulé. On a été retenu pour notre projet. Et donc, du coup, de là, avec M. Dossou, on a collaboré pour essayer de trouver, de créer un logiciel. Donc, nous, on a des tablettes à disposition. Donc après, l'objectif, c'est d'avoir plusieurs méthodes qui soient adaptables aux patients. Donc une commande tactile pour certains, des pictogrammes, des vidéos, un traducteur de langue étrangère, parce que nous avons aussi des patients qui évidemment ne parlent pas français. Et après avoir en troisième intention, une commande oculaire qu'on nomme Light Tracking, qui est déjà existant dans d'autres hôpitaux, des CHU, mais qui a également un coût assez important. Voilà. Je vais laisser la parole à Émilie pour faire la suite. Voilà, donc les moyens, comme tu as pu dire, donc une collaboration pour le coup avec l'ICAM, donc avec Paul-Éric Dossou et puis les étudiants. Donc nous, en réanimation, on a fourni un petit peu tout le contenu, c'est-à-dire qu'on a expliqué en gros tout ce qu'on voulait. Donc on a cherché des pictogrammes, il a fallu créer des avatars, il a fallu aussi prendre des images qui correspondent à tous les soins de base ainsi que les soins techniques. Et puis on a créé aussi des vidéos, pour expliquer un petit peu certains soins techniques qui sont un petit peu compliqués à expliquer. Donc par le biais de vidéos, c'est beaucoup plus simple. Et puis pour le coup, pour les étudiants et puis Paul-Éric Dossou, donc plutôt la création de l'application et de toutes les fonctionnalités qui tournent autour. Les intérêts de cette application, ça va être d'améliorer la communication des patients avec les soignants ainsi que la famille, c'est-à-dire améliorer aussi le mieux vivre en réanimation. Pour le coup, c'est une meilleure prise en charge du patient pour améliorer son bien-être et son confort,
limiter l'angoisse et l'isolement, c'est-à-dire diminuer le stress, l'agitation, le sentiment d'insécurité qui peut provoquer aussi des refus de soins. On va diminuer aussi le risque que le patient se blesse, ce qui peut arriver quand il est dans l'incompréhension, qui peut provoquer de l'agitation et souvent ça arrive qu'il s'arrache en fait tous les dispositifs qu'il a sur lui parce qu'il ne comprend pas ce qu'on lui fait. Et donc un autre intérêt bien sûr, c'est la meilleure prise en charge de la part du soignant pour améliorer la qualité de soins et puis la communication avec le patient qui va permettre de mieux expliquer tout ce qu'on fait au patient et ainsi diminuer la frustration face aux problèmes de communication, face à l'agitation du patient. Et aussi, du coup, diminuer le stress pour le patient, pour le soignant et la charge de travail. Donc, ça pourrait être aussi un projet qui pourrait être utile dans d'autres services comme la neurologie. Voilà. Ça se rapproche aussi un petit peu avec tous les liens, enfin toutes les activités qu'il y a déjà sur l'hôpital. C'est vrai qu'on s'ouvre sur l'hypnose, l'aromathérapie, la sophrologie, qui sont donc un petit peu moins techniques. Et puis on se rapproche aussi de toutes les sociétés savantes de réanimation qui sont bien ancrées au niveau du mieux vivre en réanimation pour améliorer la qualité de vie, diminuer les sources d'inconfort et le stress, et ainsi favoriser la reconnaissance du patient en tant que personne. Voilà, donc en conclusion, c'est améliorer la communication avec le patient et puis c'est surtout se recentrer sur son bien-être et sa dignité. Merci. Je vais juste vous montrer où est-ce qu'on en est maintenant. Et j'arrêterai là. Donc, je passe directement à la fin. On a décidé de mettre en place de développer 3 versions. Il y en a une première qui a déjà été faite, la version tactile, qui est en train d'être corrigée en collaboration avec Madame Manry et Madame Schott. Je ne l'ai pas dit, mais c'est Thomas qui est derrière. Tu peux te lever pour qu'on te voit aussi, hein, qui est un étudiant de 5e année qui vient de l'ICAM de Douala, du site de Douala au Cameroun, et qui est spécialiste, qui est un informaticien du coup, et qui est en train de faire ça. Il nous reste les 2 autres à terminer. Là-dessus, je passe, là vous avez l'architecture globale, je passe là-dessus. Ça, c'est ce qu'on a déjà fait et qu'on est en train de parfaire avec Madame Manry, par exemple, sur les aspects pictogrammes. Donc il y a eu des allers-retours entre l'hôpital et l'ICAM sur ces questions-là, pour que les pictogrammes puissent être de meilleure qualité et correspondent exactement à ce qu'on veut. Donc on est en train d'y travailler. Alors, l'idée d'après, l'étape suivante, c'est que celui qui ne peut pas utiliser sa main pour cliquer, pour valider, puisse le faire avec les yeux et que ça fonctionne. Et donc, c'est ce que vous avez là. On a déjà fait la partie eye tracking, dont vous reconnaissez Thomas, bien sûr. Ah non, pas la musique. Ah, voilà, sur la partie eye tracking. Donc on a récupéré, on a construit, on a testé, c'est prêt. Et pour pouvoir faire de la validation derrière. Et dernière étape, la partie transcription que vous avez là, où on a rentré un certain nombre de langues et on arrive à faire un certain nombre de choses. Là, il a choisi le français et l'allemand, je ne sais pas pourquoi, mais pour vous montrer ce que ça donne, il a choisi une phrase en français qu'il a traduite en allemand. Donc ça, c'est prêt. Maintenant, c'est l'intégration dans l'outil qu'on a développé et on passera à la phase de test, normalement à partir du mois de septembre avec l'hôpital.